Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans les studios d'Agora Manager. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvia Brégé, donc, qui est criminologue et qui va nous parler sur un thème très, très intéressant qui visiblement vous a plu, puisque, comme l'a souligné Pascal, vous êtes plus de 60 ce soir à vous être inscrits. Donc le thème, c'est comment détecter le mensonge verbal. Alors Sylvia, comme je l'ai dit, est criminologue. Sa formation de base est l'analyse comportementale des criminels. Durant 11 ans, Sylvia a été correspondante scientifique du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Elle a collaboré avec le C3N du PJGN de Pontoise dans le cadre de la formation. Et elle continue aujourd'hui de former donc, des enquêteurs nationaux en criminologie pour l'Université de Troyes. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. L'analyse comportementale, la lecture du langage corporel, la détection du mensonge, ces différentes techniques donc, peuvent être utiles dans le cadre d'une audition ou lors de tout autre entretien, comme nous avons, nous, l'habitude d'en faire, dans le cadre d'un recrutement, d'une embauche, d'une négociation ou d'une médiation. Sylvia Brégé partage ses méthodes d'observation au plus grand nombre afin que chacun puisse voir les autres sous un nouvel angle. Et ces interventions peuvent se faire en France, en Suisse ou en Belgique. Voilà, pour terminer, il faut vous dire que Sylvia anime régulièrement des conférences, comme celle que nous avons le plaisir de voir ce soir, ainsi que des formations auprès d'entreprises et des clubs de dirigeants pour les aider à améliorer leur observation, mieux comprendre les comportements de leurs interlocuteurs, renforcer leur communication et mieux interagir dans leur sphère professionnelle. Vous voyez donc, Sylvia est partie d'un univers qui est peut-être assez glauque, elle nous en parlera peut-être, mais elle est arrivée donc, forte de ses enseignements, de ses observations, à faire profiter de ces techniques au plus grand nombre, dont ce soir des DRH et des responsables de développement RH. Sylvia, si j'ai oublié des choses, pourtant j'avais mon pense-bête, tu pourras bien sûr les souligner. Alors, Sylvia, pour démarrer cette conférence, finalement, qu'est-ce qu'un mensonge ? Alors le mensonge, on pourrait presque avoir chacun une définition à nous, une définition propre, puisque le mensonge, c'est très très large. Maintenant, si on veut rester de manière très générale, on va retenir qu'il y a deux définitions du mensonge. Si on retient celle du dictionnaire Larousse, voilà, il y a une définition. Et nous, on pourrait dire que nous avons une définition qui est le fait de falsifier une information, c'est-à-dire que nous allons inventer un fait dans le but de tromper l'autre, d'induire l'autre en erreur. Ça, c'est la première étape du mensonge. Autre mensonge, une autre définition du mensonge, ça pourrait être de dissimuler une information. C'est-à-dire que cette fois, on va cacher quelque chose et l'objectif, c'est que la personne ne puisse pas remonter jusqu'à la vérité. Alors le mensonge peut prendre différentes formes en sachant qu'il y a différents motifs de mensonge, il y a différentes façons de mentir, on va le voir aujourd'hui. Mais mentir, c'est avant tout cette intention délibérée de quelqu'un de tromper l'autre, de tromper un groupe de gens pour une cause personnelle. Donc voilà, ça va être différent d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre, et ce qui va expliquer aussi pourquoi la détection du mensonge n'est peut-être pas aussi simple que ça. Et pourquoi en fait mentons-nous ? Donc on suppose que nous mentons tous un peu. Normalement, il paraîtrait que nous mentons à peu près 4 fois par jour, mais en parlant de mensonges sans conséquences réelles, hein, il faut faire la différence. Bon, après, je suis un peu fâchée avec les chiffres, j'ai du mal à savoir comment on peut évaluer tout ça, mais il y a 3 grandes catégories de mensonges. La première catégorie de mensonges, c'est nous allons mentir pour notre propre bénéfice, c'est-à-dire que nous allons mentir pour nous protéger nous-mêmes de quelque chose. Deuxième catégorie de mensonges, ça va être mentir pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, on va vouloir protéger une personne ou un groupe de gens. Troisième catégorie de mensonges, c'est que nous allons mentir pour notre propre bénéfice et le bénéfice de quelqu'un d'autre ou d'un groupe. Donc plusieurs personnes vont se protéger mutuellement dans un but précis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il existe
plein de raisons de mentir. Évidemment, la raison est toujours bonne aux yeux du menteur. Il y en a qui vont mentir par jalousie, vengeance, plaisir. Il y en a Mhm. qui éprouvent du plaisir à mentir. Donc voilà, le mensonge, c'est un petit peu tout ça. Mais c'est ces 3 grandes catégories. En sachant que aussi, on peut mentir pour se protéger nous-mêmes, mais aussi indirectement protéger l'autre. On le sait, Mhm. toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Et pour protéger l'autre, on va d'abord se protéger soi-même en racontant quelque chose ou en retransformant la vérité pour ne pas blesser aussi l'autre. Donc c'est se protéger soi, protéger l'autre. C'est majoritairement ce qui arrive. C'est-à-dire, oui, on peut mentir pour se protéger nous-mêmes, mais on ment beaucoup, beaucoup aussi pour protéger les autres. Et alors, dans le monde du travail, pourquoi décoder le mensonge? Quel intérêt pour nous dans cette fonction? Alors, dans le monde des ressources humaines, on le sait, là, on ne va pas forcément parler de mensonges au sens propre du terme, mais on sait qu'il peut y avoir des petites désinformations. Tout commence à partir du CV. Mm. Donc, on peut voir effectivement des diplômes ou des prix qui sont imaginaires, des titres qui sont enjolivés voilà, pour faire bien, ou bien encore une surestimation des compétences ou des responsabilités qui ont été faites auparavant. Donc c'est vrai que, ça je ne vais pas vous l'apprendre, déjà à partir d'un CV, vérifier le parcours de la personne, mener un peu sa propre enquête Mhm. avant de rencontrer l'interlocuteur. Donc une fois qu'on est en face de cette personne, là on n'est plus dans l'enquête pure et dure du CV, on va être dans plutôt l'observation de son comportement, Mhm. de sa façon de répondre. Et en règle générale, oui, on a plutôt de la désinformation. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que dans le monde du travail et dans le monde du recrutement, on peut tomber, c'est une minorité, je tiens à rassurer quand même tout le monde, mais on peut tomber sur des menteurs, on peut appeler des menteurs expérimentés, c'est-à-dire qu'ils vont faire un CV qui est parfaitement cohérent en termes de parcours, en termes d'expérience, ils vont même s'arranger pour qu'au cas où la personne veut vérifier certaines choses, là aussi ce soit cohérent. Il passe cette première étape du CV qui est acceptée à l'étape de l'entretien. Et là aussi, peut mentir sur son parcours. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a bien manœuvré jusqu'ici. Et là, si cette personne est recrutée, ça peut avoir un coût pour la société. Et je ne parle pas forcément que d'un coût financier, Mhm. mais ça peut aussi avoir un coût euh, humain, un coût professionnel. C'est pour ça que dès le départ, lorsque l'on a un CV, il faut savoir ce que l'on veut, mais ça, vous le Oui, savez, généralement. on essaye. Qu'est-ce que obtenir la bonne information dès le départ pour prendre la meilleure décision qui soit. Et ça se fait avant même de rencontrer la personne, ça se fait à partir du CV. Et une fois qu'on a la personne en face de soi, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on doit rechercher au niveau du comportement, qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'autre pour pouvoir là aussi prendre la meilleure décision qui soit. Alors, est-ce que nous sommes de bons détecteurs globalement dans l'entreprise, De bons selon vous? détecteurs de mensonges en général. Oui. Alors, les chiffres sont assez éloquents puisque nous avons quasiment plus de 80% des mensonges qui ne sont pas détectés. C'est-à-dire que nous avons une écrasante majorité de tromperies, par tromperie, donc je parle bien de mensonges, qui passent à l'as parce que justement beaucoup de gens pensent, on le voit dans les conférences ou les formations, disent on est de bons détecteurs de mensonges, on pense être de bons détecteurs de mensonges. Et lorsque l'on fait des tests, où on montre des vidéos de gens qui racontent une histoire vraie et une histoire fausse, les tests révèlent que les résultats montent à une probabilité qui ne va pas dépasser le hasard. C'est-à-dire que le taux de bonne réponse est entre 50 et 54%. Donc c'est vraiment, voilà, Mhm. c'est une chance sur deux. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le milieu judiciaire. Nous avons affaire à des professionnels qui, eux, sont à la recherche aussi de la vérité. Lorsque l'on fait passer les tests, eh bien, il s'avère ils ont un résultat qui est à peine supérieur aux personnes lambda. Sauf pour les enquêteurs, notamment, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont expérimenté certaines choses, qui ont fait... il y a l'instinct, mais il y a aussi l'expérience où ils ont un meilleur taux de réussite dans la détection du mensonge. Alors pourquoi on a ce 80% qui passe à l'as? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment euh, décoder un mensonge. Que faut-il regarder? Que faut-il entendre? Que faut-il comprendre? Où se cache-t-il, ce mensonge? C'est toute la question. Et en fait, on se concentre, c'est tout le problème, et on le voit dans les tests, les gens, en majorité, se concentrent et portent leur attention sur des détails physiologiques notamment, qui leur font penser que là, il y a un mensonge, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. C'est tous les mythes qu'on peut avoir sur l'éthique ou les signaux qui indiquent que la personne ment, mais en fait, non, ce n'est pas si vrai que ça.
c'est ça. Ou en tout cas, pas aussi simple. Pas aussi Pas simple. aussi simple que ça. Ouais. Donc, vous parliez de tics, par exemple. Vous parliez on parle de physiologie. Il y a des mauvais signaux de mensonge. Par exemple, lorsque vous percevez quelqu'un, même dans un entretien d'embauche, par exemple, quelqu'un qui semble nerveux, on lui pose des questions. Souvent, on pense que c'est un signe de tromperie. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, euh, on peut être nerveux parce que l'on ment, effectivement. C'est pas, ça arrive. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir exactement le même comportement chez une personne qui est sincère. L'objectif du menteur et l'objectif de la personne qui est sincère, c'est bien sûr d'être cru, d'être perçu comme étant honnête et d'être accepté. Donc ça, c'est tout le problème. Quand vous voyez quelqu'un de nerveux, il n'y a pas forcément de mensonge. Il peut aussi y en avoir un, bien évidemment. Et souvent, les personnes qui sont très éloquentes, très à l'aise lorsqu'elles parlent, où il n'y a pas un signe de nervosité, où il n'y a pas un signe d'anxiété qui soit là, qui soit présent, on a tendance à croire que ces personnes-là sont les bonnes, qu'elles sont claires et limpides et donc sincères dans ce qu'elles racontent. Il ne faut pas oublier que nous avons des menteurs, on parlait tout à l'heure des menteurs professionnels, expérimentés, qui ne ressentent aucune nervosité lorsqu'ils mentent, notamment lors d'un entretien d'embauche. Au contraire, même c'est quelque chose qu'ils vont rechercher, donc ça ne leur pose pas de problème. On a aussi les personnalités antisociales, pour qui mentir est une seconde nature, ou le pire d'entre tous, les personnes qui croient en leurs propres mensonges. Vous ne verrez absolument aucunement de signes de nervosité, de signes d'angoisse ou d'anxiété qui pourront vous mettre sur la piste d'un mensonge. Après, pour un entretien d'embauche, par exemple, on va rester dans Oui. dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est souvent le menteur, on remarque qu'il prend de la distance avec le sujet dont on parle. Il peut prendre aussi de la distance avec lui-même. Par exemple, vous êtes à un entretien d'embauche, la personne vous pose des questions sur vous. Donc on dit je, on dit moi, ou le mien ou la mienne. Et lorsqu'on commence à aborder un sujet qui peut gêner le menteur, il va prendre de la distance, c'est-à-dire qu'il ne va plus employer le moi, il ne va plus employer le je ou le mien ou la mienne. Il va peut-être même mettre l'interlocuteur. Vous, par exemple, vous auriez pu. Tout change. On se retrouve donc avec une vraie distanciation avec soi-même. Tout comme il peut y avoir une distanciation avec le sujet, vous abordez avec cette personne, voilà, vous lui dites que telle personne a dit quelque chose sur lui ou sur elle. Et on s'aperçoit que les menteurs, souvent, ne nomment plus la personne qui pose problème. C'est-à-dire qu'elle devient il, ou il devient elle, mais on ne nomme pas la personne. Elle est dépersonnalisée complètement. Donc c'est une façon de prendre de la distance avec ce qui pose problème, tout comme, on en reparlera après, les réponses évasives qui semblent apporter un début de réponse, un élément de réponse, mais qui n'en est absolument pas un. En fait, c'est compliqué d'identifier donc tous ces signaux. On pense avoir perçu quelque chose, et dans la réalité, c'est pas ça du tout. Donc, il faut qu'on apprenne à rechercher plus finement comment vous voyez dans la tête finalement du menteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression que s'il y a 80% donc des mensonges qui passent, ça veut dire que ils ont un champ très large, très, très ouvert, et qu'on ne peut pas vraiment se prémunir. Alors vous avez raison, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations à où est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on Ouais. fait. Donc effectivement, déjà, cette distanciation subite dont on vient de parler peut être intéressante. Ça ne veut pas dire forcément que la personne nous ment, mais en tout cas, c'est bizarre qu'elle prenne cette distance. Donc c'est à nous de chercher pourquoi. Après, qu'est-ce qui se passe dans la tête des menteurs? On l'a vu, on a tous fait au moins un petit mensonge dans notre vie. Donc souvenons-nous de ce que ça a provoqué. Il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un menteur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surcharge cognitive. Lorsque nous mentons, ça demande un réel effort cognitif. Mentir, ça veut dire falsifier la vérité. Donc, c'est-à-dire que je vais inventer un fait. Il va falloir que j'invente une certaine logique, une certaine chronologie. Il va falloir que j'invente des émotions. Il va falloir que je me souvienne de tout ça. C'est très, très lourd. Au niveau cognitif, c'est très lourd. La vérité... C'est sûr de dire toujours la même chose, rester cohérent, c'est ça? Oui, c'est ce souci de cohérence qui est important et qui pourrait justement amener l'autre à se méfier, à se dire bah là, c'est plus cohérent ce que vous racontez. Donc, c'est vraiment établir une histoire qui tienne la route. Ensuite, le menteur va avoir un comportement, il va adapter son comportement, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'être honnête, notamment lors d'un entretien d'embauche.
Alors, comment font-ils? Pour ça, là, je ne vais pas parler de mensonges spontanés, c'est-à-dire le mensonge que l'on invente sur le coup. Mais les menteurs qui sont bien préparés, notamment pour un entretien d'embauche, c'est ce menteur qui va répéter son texte, hein, il y a pas d'autre mot, avec une chronologie, de la logique, des émotions. Et pendant très longtemps, on a dit que lorsqu'une personne racontait quelque chose qui la concernait, surtout si ça l'avait touchée émotionnellement, que cette personne se trompait dans des dates, se trompait sur des détails ou revenait sur des détails, c'est qu'il y avait un mensonge. Sauf qu'entre-temps, la science a commencé un petit peu à voir comment le mensonge fonctionnait et on s'est aperçu que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un, on a le droit, et on est tout à fait sincère, et on a le droit quand on raconte quelque chose qui nous a touché émotionnellement, et surtout quelque chose qui s'est répété dans le temps, on peut tout à fait revenir sur les détails, on peut tout à fait se tromper sur des dates et revenir sur celles-ci. Là où vous devez vous méfier, c'est lorsque quelqu'un vous raconte une histoire 2 fois ou 40 fois, il n'y aura pas il n'y a rien qui sortira du cadre. Tout sera impeccable. La chronologie sera la même, les horaires seront les mêmes, il n'y aura pas un détail qui changera. Et on s'est aperçu que c'était là où il fallait être vigilant. Quand c'est trop parfait, quand c'est trop lisse, quand c'est trop bien encadré, c'est là où il faut rechercher s'il y a un mensonge ou pas. Ce qui est intéressant, quand vous avez un doute sur quelqu'un, pour le faire avouer plus vite, c'est je vous l'ai dit, il y a une surcharge cognitive pardon, dans le cerveau du menteur, mais celui-ci peut très bien rester ferme dans ses déclarations. Donc il va falloir faire augmenter cette charge cognitive. Alors comment fait-on? C'est des techniques que l'on peut utiliser en audition, mais que l'on peut utiliser dans n'importe quel entretien. Première chose, c'est de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire obtenir le maximum de détails, et de détails utiles par rapport à notre question initiale. Et c'est dans ces détails que l'individu va peut-être commettre une erreur, et c'est là où on va repérer quelque chose. Ensuite, il y a les questions inattendues. On va en parler juste après, les questions pièges. Là, la personne, elle ne s'attend pas à ce que vous lui dites. C'était pas préparé, cette question-là, ça ne fait pas partie du plan, et ça va charger, ça va surcharger encore, et ça va amener peut-être la personne à se tromper, à revenir, voire à cafouiller, à la fin à lâcher cette vérité. Certains utilisent aussi le fait de raconter une histoire à l'envers. C'est-à-dire que voilà, on raconte un parcours professionnel, hein, du passé jusqu'au présent, et on peut demander de faire l'inverse. Ça aussi, ça va alourdir la charge cognitive. Et après, quand on pose des questions, la personne est un petit peu sonnée. Voilà, on a alourdi tout ça. Donc ce sont des petites méthodes, mais pour ça, il faut qu'on ait un début de preuve que la personne nous mente. On ne peut pas faire ça si on n'est pas sûr. C'est compliqué. Il y a tellement de données, il faut savoir sur quelle partie la personne a pu mentir. C'est ça. Sur tout un discours, vous avez peut-être une grande vérité avec un petit mensonge. Et donc ça veut dire que c'est possible de surprendre ou de décontenancer la personne qu'on a en face, si on a un soupçon de mensonge sur une donnée. Oui, C'est ça? on peut, c'est-à-dire si on a une preuve où vraiment ça ne tient pas la route, ce que l'autre dit, et que cette personne reste absolument linéaire dans son discours, on va poser par ce qu'on appelle des questions pièges. Ça, on peut s'en servir. C'est-à-dire que la personne, elle a tout préparé, son discours, elle a préparé les questions auxquelles vous allez la confronter, mais là où elle n'est pas prête, cette personne qui est en train de mentir, c'est sur la question piège. Donc vous écoutez quelqu'un qui vous raconte son discours, son parcours, tout est parfait. Et là, vous dites, une question piège, ça pourrait être ça, par exemple, c'est de dire à cet individu, j'entends bien ce que vous dites, merci beaucoup. Dans ces cas-là, comment expliquez-vous que, par exemple, quelqu'un vous ait vu prendre ce document, alors que l'individu racontait qu'il n'était pas là dans la pièce? Alors c'est peut-être nous qui mentons aussi. La question piège peut nous amener aussi à mentir si on est sûr que l'autre nous balade. Et là, la surcharge cognitive, elle va encore plus s'activer, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, la personne en face ne me dit pas tout, alors l'individu va chercher à savoir, mais qui vous a dit ça? Vous n'êtes pas là, vous, pour répondre aux questions, c'est vous qui les posez, qui attendez des réponses. Donc il faut aussi savoir recadrer la personne en face. Ensuite, il faut savoir qu'une personne qui est sincère, lorsqu'elle nous raconte quelque chose qu'elle a vécu, va utiliser plus de détails ou donner plus d'informations spatiales, temporelles et émotionnelles. Donc donner des détails sur les lieux, sur le temps, et sur les émotions. C'est-à-dire quand quelqu'un a vécu quelque chose qui l'a touché émotionnellement, en bien ou en mal, peu importe. Je ne
sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez peut-être forcément des gens qui vous ont raconté des choses qui les ont touchés émotionnellement. Ils revivent ces émotions, c'est-à-dire qu'elles apparaissent sur le visage, sur le corps, et pendant qu'il raconte son histoire, il revit ou elle revit cette histoire. Donc, quand vous posez une question piège à une personne qui ment, ou peut-être qui ne ment pas, mais vous avez quand même posé cette question Besoin de piège. creuser. Oui, alors ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est ne l'interrompez pas. Si elle parle, ne l'interrompez pas. Et si elle ne parle pas, parce que la question piège va braquer l'autre, faites des pauses silencieuses. Vous regardez la personne et vous attendez sa réponse. Ça va provoquer effectivement, il faut qu'il y ait une échappatoire quelque part dans la tête du menteur, et là, ça va commencer à chauffer encore plus, et c'est là où les réactions sont intéressantes. Soit la personne se braque complètement, refuse de parler, et là, ça donne un indice qui peut amener à croire que la personne nous a menti sur un détail précis, ou dans certains cas, il n'est pas rare que la personne lâche la vérité. D'accord. Est-ce que les menteurs ont un truc pour s'évader, je ne sais pas, pour faire diversion, pour donner le change? Oui, bah oui, c'est même une des méthodes les plus utilisées par les menteurs. Ce sont ces fameuses réponses évasives Mhm. que l'on va vous donner. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune information pertinente dans leur réponse. Vous posez une question D'accord. précise, vous recevez une réponse, mais qui n'est pas pertinente. Donc, qui n'apporte rien à votre question. D'ailleurs, moi, le conseil que je vous donne, c'est quand vous posez une question à quelqu'un, tout de suite, demandez-vous si la personne répond bien à votre question. Si ce n'est pas le cas, recadrez-la. Parce que ça veut dire qu'elle cherche peut-être, à moins qu'elle apporte des détails qui peuvent être intéressants pour la question. Mais si ça tourne autour du pot et que ça n'apporte rien à la question de base, ne la laissez pas s'éterniser dans une réponse qui n'apportera rien. Ensuite, notamment lorsqu'il y a cette fameuse question piège, c'est là où il va y avoir une réponse évasive. Donc D'accord. ça semble répondre à votre question des fois, mais en fait, si on y réfléchit bien, on va dire, mais elle ne répond pas à ma question, c'est pas ça que je lui demande. Mais des fois aussi, quand la personne est mise au pied du mur, et ça on le voit très souvent dans les procès ou en audition, quand on pose une question piège, que la personne se sent piégée, elle dit « je ne sais pas » ou « je ne me souviens plus ». C'est extrêmement utilisé. Ça ne demande aucun effort, c'est-à-dire que là on n'invente aucun fait, on dit juste, on se contente juste de ferme. dire exactement, on va clore, c'est une façon de clore la discussion. « Je suis désolée, je ne me souviens plus » ou « je ne sais pas ». Et là, c'est difficile aussi de répondre à ça. Donc, il faut amener l'autre. Là, on sait qu'il est braqué. Et c'est une réponse, ça fait partie des réponses évasives qui coupent la conversation et qui ne vont pas amener l'autre à discuter davantage puisqu'il prétend ne pas être au courant, ne pas savoir. Donc, ça coupe court à la conversation. Donc, c'est à nous, après, de rebondir et de trouver, effectivement... Là, c'est une faille. On a en face de nous une faille et qu'il faut... quelque part un peu cassé pour remettre en tout cas la confiance et le lien pour que la personne puisse se libérer de ce qu'elle cache. D'accord. Alors justement, quand on parle de mensonges, on a un certain nombre de mythes. Quels sont ces mythes qu'on a à peu près tous en tête? Je crois que vous en avez recensé quelques-uns, au moins 4 grands types de mythes que vous voulez un peu pourfendre. Oui, des mythes, c'est le bon mot, mais en plus, ce sont des mythes qui sont enseignés encore. Donc, c'est un souci. Par exemple, on dit que les menteurs ont tendance, si par exemple je vous raconte un mensonge, eh bien, on va dire que les menteurs ont tendance à baisser les yeux, à ne pas regarder l'autre en face. Voilà, et c'est comme ça que l'on sait que quelqu'un ment. Alors, il est tout à fait possible, notamment si on apprécie la personne qui est en face de nous et que l'on doit lui mentir, il peut y avoir une gêne. Voilà, donc on peut baisser le regard. C'est tout à fait possible. Mais les études, les recherches qui ont été faites sur le mensonge révèlent qu'en réalité, le menteur, lorsqu'il va raconter son récit mensonger, il va plutôt avoir tendance à regarder l'interlocuteur. Parce que même si le menteur contrôle son propre comportement pour paraître honnête, il va également observer le comportement de son interlocuteur pour savoir s'il est cru, si ça marche, si le récit fonctionne sur son interlocuteur. Donc, c'est plutôt l'inverse qui arrive. C'est-à-dire le menteur regarde bien dans les yeux et pour autant, si vous voyez quelqu'un qui vous raconte quelque chose, vous regardez dans les yeux, n'allez pas imaginer qu'il soit en train de faire une tromperie. C'est très aléatoire, mais c'est une idée reçue de dire que systématiquement, et ça c'est enseigné, systématiquement, le menteur baisse les yeux. Pas forcément.
Donc, il faut On faire dit, attention. c'est bien la formule, regarde-moi bien droit dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et Mmh. dis-moi la vérité. Voilà. Donc, Donc voilà, ça, c'est un mythe. voilà, c'est un vrai mythe. C'est un mythe. Mais après, il y a effectivement des gens qui peuvent être mis à mal. Le fait de mentir à quelqu'un qu'on apprécie peut effectivement faire détourner le regard. Autre mythe qui est très utilisé en programmation neurolinguistique, donc la PNL, et ça, pour l'avoir vu il y a encore quelque temps dans une formation où le formateur enseignait ceci en disant c'est une démarche absolument imparable que vous devez faire pour savoir si quelqu'un vous ment. Donc vous voyez comment le truc est Mmh. vendu. C'est lorsque quelqu'un vous raconte une histoire et qu'il regarde en haut à droite, donc sur sa droite, comme je suis en train de le faire, ça voudrait dire que je suis en train de vous mentir. Alors, si c'était aussi simple, ce serait merveilleux. Moi, on me l'a enseigné, ça. On m'a enseigné les cadrans du regard, on appelle ça. Donc, regardez en haut à gauche, en haut à droite, sur les côtés, en bas, il y aurait une signification. Alors, dans sa forme, pourquoi pas, mais après avoir utilisé à travers des entretiens, des auditions, ça ne marche pas comme ça. J'ai vu bon nombre de personnes raconter des souvenirs que nous avions en commun, les raconter en regardant en haut à droite pour des raisons qui leur sont propres et qui ne racontaient absolument pas de mensonges. Donc c'est très loin d'être automatique. Attention au cadran du regard, c'est vendu comme étant absolument imparable. C'est pas aussi simple. Il n'y a pas de droite ou de gauche quand je mens, ou alors il faut vraiment tester la personne dans un cadre bien spécifique pour voir effectivement, en posant des questions auxquelles nous avons des réponses, comment s'oriente le regard. Mais ce n'est pas quelque chose de suffisamment fiable pour s'en servir, par exemple, dans un entretien d'embauche. Ce serait dangereux, vraiment dangereux. Donc il ne faut pas utiliser ça. D'accord. Autre mythe qui va faire jaser, on dit que on me le dit souvent en formation, en conférence, ce sont d'ailleurs souvent des questions posées par des femmes. Est-ce que les hommes mentent plus et mieux que les femmes? Mmh. Alors, toujours pareil, il faut bien comprendre que l'humain, on est tous uniques, tous différents. On a tous notre manière de mentir. Et l'observateur, lui, va avoir sa propre manière d'observer. Donc, vous voyez, tout ça va complexifier un petit peu l'affaire. Mais en réalité, pardon mesdames, les femmes mentent mieux que les hommes et elles détectent mieux le mensonge que les hommes. Alors qu'est-ce qui se passe? Les hommes, lorsqu'ils vont mentir, ils vont faire quelque chose d'assez basique. Ils ne vont pas s'éparpiller trop dans les détails. Tandis que la femme, lorsqu'elle ment, elle va faire un mensonge plus élaboré et qui va paraître donc plus crédible. Donc vous voyez, bon, après, ça va évidemment dépendre des gens, mais la recherche souligne qu'effectivement, les femmes mentent mieux et détectent mieux le mensonge. Et puis, dans les questions que nous recevons aussi, c'est au niveau des hommes politiques. Mmh. Est-ce que les hommes politiques mentent plus et mieux parce que ce sont des hommes de toute puissance? D'ailleurs, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation dans les conférences. Les hommes politiques, les gens ont l'idée toute faite. Ils mentent à cause de ça. Alors certes, effectivement, le pouvoir, ce sentiment de toute puissance peut expliquer cette éloquence dans le mensonge. Également, on dit que le pouvoir va tout noircir et va amener effectivement à mentir de façon très, très relaxe, quoi. Enfin, ça passe. On le voit à peu près tous les jours quand un homme politique nous parle. Bon, on le sait qu'ils nous mentent des fois pour rester quand même avec une bonne distance. Mais ils le font avec une telle éloquence que voilà, c'est parce qu'ils auraient ce pouvoir, parce que ce sont des hommes qui se croient au-dessus des lois. Alors j'ai envie de dire, oui, c'est peut-être que le pouvoir peut amener ça. Ce sont des gens qui vivent un peu dans une autre sphère que nous. Mais n'oublions pas aussi que ces hommes politiques, et je dirais même que les hommes de pouvoir en général, les hommes de puissance qui ne sont pas forcément dans la politique, ce sont généralement des gens qui ont une personnalité extravertie. Et les extravertis aiment bien se montrer. Et ils savent utiliser le mensonge pour leur bon escient pour eux-mêmes. Donc ce sont des gens qui n'ont pas honte, qui mentent bien, qui ne sont pas gênés par le mensonge. Alors que l'on sait que les personnes introverties ont plus de problèmes avec le mensonge et mentent moins. Donc oui, les hommes politiques mentent peut-être mieux et plus parce qu'il y a cette position de pouvoir, cette position de toute puissance. Mais il y a aussi, ne perdons pas de vue, la personnalité de l'individu qui va jouer un grand rôle. Alors après, on a vu des personnes introverties travailler dans la politique.
qui étaient pourtant des personnes très honnêtes. Et il y a un effet un peu de... comme si c'était contagieux, ce pouvoir, amener l'autre qui était pourtant honnête, pourtant introverti, à vouloir se montrer et à mentir à son tour. Oui, ça fait partie effectivement des choses qui ont été observées. Comme quoi, rien n'est figé. Merci d'avoir démystifié donc ces 4 points. Et je crois que vous avez élaboré un guide que l'on peut obtenir très facilement. Alors, Sylvia, pour les membres de l'Agora ce soir, donc, qui concerne tout ce qui est de l'univers des ressources humaines, vous pouvez télécharger gratuitement pendant 7 jours le guide La vérité sur les menteurs, où là, vous allez apprendre plus de choses que ce que l'on a vu encore ce soir. Donc, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Vous avez le QR code. Si vous n'y arrivez pas, parce que des fois, ça peut un peu bloquer, vous avez l'adresse juste en dessous. Donc, n'hésitez pas, pendant cette période de 7 jours, à vous procurer ce guide pour comprendre la complexité. L'humain est complexe. On va faire simple, l'humain est complexe. Le mensonge est un sujet complexe, mais réellement passionnant. Et le mensonge, il fait partie de notre quotidien, et ce, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'objectif, c'est de mieux comprendre le mensonge, de ne pas juger les menteurs, mais de les amener à révéler la vérité. Bien, merci beaucoup Sylvia. Merci Alain. J'ai le sentiment que tu as répondu à toutes mes questions très sincèrement. En tout cas, tu l'as fait sans masque ce soir, donc merci beaucoup. Il me reste à vous remercier, vous souhaiter une très bonne soirée et un très bon retour dans vos foyers pour ceux qui ne sont pas à distance. Bonne soirée à tous et à très bientôt.